La théorie et l'histoire de l'architecture se sont traditionnellement intéressées à l'étude des monuments. Elles ont mis en relief l'œuvre de l'homme de génie, l'extraordinaire, le rare. Bien que cela soit parfaitement justifié, cela signifie que nous sommes peu à peu arrivés à oublier que l'œuvre de l'architecte ne représente qu'une petite partie de la construction à quelque période que ce soit. L'environnement de l'homme n'a jamais été commandé par l'architecte. Cet environnement bâti, résultat d'une architecture de tradition populaire, est la traduction directe d'une culture sous la forme matérielle. Un des problèmes fondamentaux de l'architecture et le problème essentiel de la construction est de couvrir l'espace. L'ensemble des forces de gravitation et leur transmission au sol, exigeant en général des matériaux ayant une résistance à la traction et à la compression raisonnable. Tiré de l'ouvrage Pour une anthropologie de la maison de Amos Rapoport, architecte. Ouais, c'est les deux derniers. Et la milieu là-bas, c'est bien. Tu as vu, j'avais un peu essayé, mais j'avais pas trop serré. Tu vois. Non, il faut pas. Hein. Faut surtout Ouais, pas. juste, tu vois, mais ça n'a Non. pas baissé. Quoi. Donc par contre, c'est vrai que là, elle est tombée toute seule. Toute seule, ouais. On a eu de la chance, hein. Ouais, parce que tu sais, quand ça t'a léger plus après, Ouais. c'est là qu'elle est tombée. Il y a eu, en plus de ça, il y a eu 2 ou 3 tremblements de terre. Ouais. Même le beau-père, il était jeune quand il a démonté le toit. C'est normal, hein, sans charpente et sans dalle dessus, Voilà. l'eau elle descend tout simplement. C'est dommage, il y a un truc super intéressant, c'est de faire un cintre provisoire en contreplaqué et relever doucement aux étais. L'idée, ça aurait été de remouiller bien dessus, que ça lave toute la terre, les joints, etc. Puis par-dessus, par gravité, couler un mortier de chaux avec de la gravelette bien épaisse pour caler tout ça. Et maintenant, vu que c'est par terre, faut repartir à zéro, quoi. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que ça s'est écroulé, et pas le reste. Donc c'est bien la preuve que les deux voûtes d'arête travaillent indépendamment, quoi. Voilà, t'as le modèle. Elles sont sur champ, t'as le modèle, voilà, faut les croiser dans toutes les directions. C'est comme un mur, hein, c'est un mur, sauf qu'à un moment donné, c'est un mur qui va être courbe, hein. Ouais, c'est tout. Je sais pas que c'est aussi simple que ça, mais quelque part... Là, le plus dur, c'est le coffrage. Hein, pour poser leur force. Voilà, vu qu'on pose toujours les pierres dans le sens de leur lit d'assise, on les pose en briquettes, quoi, pas de front. Donc on les lève, puis après on va s'arrondir. Hein. Donc on fasse comme ça, ou comme ça, ou un mur normal, c'est toujours pareil. Et les croisés. C'est là que c'est au niveau de la jonction des tunnels que ça change dans tous les sens. Oui. Là, tu vois, Celle-là comme ça, madame, celle-là comme ça. beau. Donc elle se bute perpendiculairement. Pour les âmes. C'est chouette, hein. Ah, moi, je me dis que c'est con que ce soit tombé. Bah, c'est con que ce soit tombé parce que ça aurait été un super exercice de la relever, quoi. C'est pas la peine de doubler les murs parce que les forces des voûtes sont indépendantes au mur. Voilà. Donc là, ça repose sur les 6 points d'appui. Donc il y a 2 voûtes qui se communiquent entre elles. Donc ces 2 piliers-là sont communs, plus les 4 aux extrémités, ça fait 6 piliers. Et ça, c'est une arche qui tient toute seule. Vu que c'est 2 tunnels, c'est posé sur 4 piliers. Donc c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'elles s'interpénètrent, ça ne fait que 4 points d'appui. Voilà. Et donc c'est plus longitudinal, c'est juste c'est ponctuel. C'est toujours intéressant de s'apercevoir que dans un grand nombre de cas, la maçonnerie, les 4 murs, que ce soit une église ou une vulgaire ferme, très souvent, les 4 murs sont indépendants de la voûte. Sur le village qu'on va visiter là tout à l'heure en allant dans les ruelles, vous êtes systématiquement, en tout cas pour là-bas, perpendiculaire à la pente. La voûte de la maison agricole en montagne, elle a aussi cette fonction de participer au contrebutement de la maison par rapport à la pente. Au-delà de 5-6 mètres, un plancher bois commence à porter ses limites. Autant une voûte bien réalisée, on peut aller sur des hauteurs et donc des portées beaucoup plus importantes.
Si on parle des voûtes réalisées dans les granges, dans les étables, on est très très souvent sur de l'empirisme et sur de l'entraide. Quand on dit architecture vernaculaire, c'est l'architecture qui est transmise par le verbe, qui est transmise par le savoir-faire oral qui se transmet d'homme à homme. Quand on parle de patrimoine dans les Hautes-Alpes, le patrimoine lié à la voûte, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une corrélation, une interférence entre différents corps d'État et différentes administrations, différents pôles d'intérêt au sein d'une administration. Je pense notamment à la caserne Rochambeau à Églier. On voit que cette technique, qui est quand même une technique très savante, liée à des exigences militaires, et bien cette exigence-là, ce savoir constructif-là, il rayonne aussi sur l'architecture religieuse. Et on trouve donc progressivement des lieux de culte qui se dotent du même type de couvrement, du même type de voûte, alors que précédemment, ils étaient simplement voûtés soit d'une mauvaise voûte en briques ou en pierre, et ces voûtes ont disparu, soit, plus sobrement, des voûtes qui étaient simplement faites en lierre, avec des perches, et on s'apercevait que ces voûtes n'étaient pas suffisamment pérennes, et on a amélioré le support. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du militaire, on peut passer au religieux, et que du religieux, on inspire aussi l'architecture aussi. Alors là, on a 6 mètres par 280 mètres. Et cette charpente va recouvrir la totalité du bâtiment, bien sûr. Alors, si on veut avoir une idée de ce que pouvait être cette terrasse à l'époque, d'une part terrasse d'artillerie, et d'autre part chemin de ronde, pour aller rejoindre le front est au front ouest. Donc là, l'intérêt de cette charpente, à cette époque-là, c'était de mettre hors d'eau la terrasse d'artillerie que Vauban avait prévue sur ce bâtiment, qu'on appelle la caserne Rochambeau. On va chercher un système qui va permettre de recouvrir cette terrasse pour la mettre hors d'eau. On va aller jusqu'au XVe siècle, on va trouver un charpentier, enfin un ingénieur, qui s'appelle Philibert Delorme. Et ce Philibert Delorme a inventé ce système-là. C'est un système qui est assez particulier, puisque ça ressemble à une coque de bateau, mais renversée. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'on va se retrouver avec des toutes petites sections qui sont très aérées, donc plus légères que la grosse charpente qu'on peut connaître aujourd'hui. Et ce système-là, il va permettre aussi de ne pas recevoir d'étaiement, vous voyez, au milieu, dans le centre. Donc une place parfaite à l'intérieur de cette charpente. Et une fois cette charpente montée, bien sûr, elle va devenir écurie, puisque Mont-Dauphin étant une gigantesque entreprise de transport à cette époque-là, puisque tout était tiré par des mulets, et bien ces mulets vont trouver refuge à l'intérieur de cette charpente. Ce sont des modules qui ne vont pas dépasser 1,80 m de long. Ce sont des planches de 27 cm d'épaisseur. Cette charpente est totalement réversible. Tous les morceaux sont identiques. C'est du mélèze, bien sûr, c'est un bois du coin. Mélèze qui est un bois imputrescible. Et on pourrait dire qu'elle est entièrement démontable. On pourrait même dire qu'elle est transportable à dos d'homme. Elle est clavetée, vous voyez, donc elle n'est pas fixée. Ce sont des clavettes de bois qui viennent fixer les planches. Et donc ça permet d'avoir un petit jeu. Et ce petit jeu va permettre à cette charpente de bouger, d'osciller. Et donc il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu vraiment de gros ennuis, de gros ennuis de restauration. Par contre, on a des bois qui commencent à sécher un peu trop vite, donc ils commencent à casser, donc on fait des renforts de résine. Enfin voilà, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs à partir du mois de mars cette année. Comment un charpentier aborde aujourd'hui un projet comme celui-là? Vous le formez, vous l'accompagnez à bien connaître? Bien sûr, on l'accompagne. On l'accompagne sur site, on l'accompagne avant chantier, on l'a déjà accompagné d'ailleurs pour ce qui concerne l'ensemble des restaurations qui vont être faites sur la caserne Rochambeau. Donc nous, notre rôle, comme je le disais, c'est la conservation. C'est-à-dire essayer de garder ce cadeau de Vauban, et essayer de le préserver pour les générations futures. Voilà. Après, il est bien évident que si un jour ça se dégrade, si un jour ça s'abîme, eh bien on intervient et puis on fait les travaux pour de manière à le restaurer, le garder en bon état. On voit bien que ce patrimoine, il évolue. C'est-à-dire qu'on a une vision, nous, très refermée sur notre champ personnel à nous, parce qu'on a une vision du patrimoine comme si c'était un élément figé. D'abord, s'apercevoir que ce patrimoine, il n'est pas là depuis la conception de la voûte, depuis la conception de la chapelle. Cette voûte, elle est donc peut-être 400 ans d'écart par rapport au mur qui la supporte. Et donc, déjà d'en avoir conscience, que le patrimoine, c'est jamais un élément figé, et qu'on évolue,
et que justement la technique décidée à l'époque de la restitution de la voûte, c'était de dire on n'a peut-être pas les moyens de faire de la pierre, mais on s'aperçoit aussi que de ramener du poids sur cet édifice, c'est source de problème. Donc on apporte une technique adaptée à la contrainte. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus on met de la masse, plus le bâtiment va s'effondrer, va se tasser, et donc la voûte aura du mal à suivre, et donc on va refaire une bêtise. Plutôt que de refaire une bêtise, on fait une voûte légère, en plâtre et en lierre, en filigrane de l'ambre, qui permet, à moins de frais, d'obtenir le même degré de finition. Certes qu'il faut entretenir, mais on a la symbolique de la voûte qui est restituée. Autant l'architecture religieuse cherche effectivement à se doter de la voûte au niveau de la symbolique, autant les hommes cherchent à couvrir l'espace. C'est toujours le problème d'ailleurs, et c'est un problème universel. Donc effectivement, l'architecture religieuse rayonne sur la région. L'architecture cistercienne a influencé les architectures des chapelles et des églises attenantes. L'architecture de la cathédrale d'Embrun, avec ses voûtes d'ogives, a énormément rayonné sur l'architecture régionale. Ce qui est surprenant dans cette abbatiale, c'est que quand on regarde le développement de ces dimensions autour d'une valeur de base, on s'aperçoit qu'on n'a pas un développement carré ou logique, comme on pourrait l'imaginer, mais un développement selon une proportion. Et cette proportion fait en sorte que l'on peut mesurer toutes ces dimensions à l'aide de dimensions humaines. Donc cette proportion qui est liée à l'homme, eh bien, on va l'assimiler au divin, puisque dans nos traditions, l'homme est à l'image de Dieu. Donc cette proportion va prendre une valeur symbolique importante. On l'a appelée la proportion divine ou la divine proportion. L'évolution des mathématiques a fait en sorte qu'on a pu matérialiser, qu'on a pu formaliser quelque chose qui était plus ou moins dans l'inconscient humain. C'est vrai que de tout temps, on a pu mesurer une distance avec ses doigts. Alors, pour aller plus loin dans cette proportion, il faut savoir que chaque élément est la somme des deux qui le précèdent. C'est-à-dire que cet élément-là, eh bien, c'est la somme des deux premiers. Et que le deuxième plus le troisième va donner le quatrième, et ainsi de suite. Donc une construction relativement facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'à partir d'un point et d'un module de base, on peut, avec cette proportion, retrouver les différentes dimensions de l'abbatiale. C'est-à-dire qu'on retrouve les formes traditionnelles, qui sont le triangle pour représenter la Trinité, le carré qui représente le monde terrestre, le pentagone, donc 5 côtés, qui va représenter le monde vivant, et l'octogone, ou le cercle, qui va représenter le monde divin. Si vous regardez par exemple les vieilles maisons d'Embrun, vous allez retrouver des ouvertures de fenêtres qui sont exactement à la dimension et de la même forme que les arcatures du cloître ici à Boscodon. C'est-à-dire que c'était à la fois une architecture civile, militaire, religieuse. Parce que le symbole est par définition universel. On n'a pas attendu l'architecture religieuse, même paléo-chrétienne, pour pouvoir commencer à réfléchir à l'architecture en voûte. Donc là, les hommes cherchent à se couvrir et à franchir l'espace, parce que la voûte, c'est franchir l'espace. C'est lié à des préoccupations liées aux incendies, parce que les hommes savent très bien que le feu se communique d'un étage à un autre par les planchers, c'est forcément beaucoup plus simple. Et puis il y a une façon de s'affranchir des bêtes aussi. Les étables, les soies cochons, les chèvres, etc., voire les chevaux, sont forcément provoquent énormément d'humidité par la transpiration des bêtes, de suint, d'urine et de bruit aussi, plus à la marge. Le premier élément qu'on va construire quand on est aussi très très attaché à la terre ou quand on est agriculteur, ça va être
de donner le meilleur des habitats possibles aux animaux et non pas à soi. En fait, j'étais contacté tout d'abord par une assurance qui donc se trouvait face à une voûte d'arête paysanne effondrée suite à des travaux en amont au pied du drain du mur. Quand ce mur s'est déchaussé, forcément par gravité, il est tombé, une énorme masse de pierre est tombée sur la voûte. Et ce choc a fait qu'elle a effondré elle-même la voûte, quoi. C'est une chance pour nous de pouvoir refaire une voûte d'arête qui est peut-être impressionnante quand on la voit. Et si on suit bien la théorie et surtout si on observe bien, tout d'abord, on s'aperçoit qu'au niveau de la mise en place des pierres et de la fabrication du cintre, c'est pas très compliqué. Il faut être plutôt méthodique et comprendre dans quel sens on travaille. Et puis on avait ce trou de 40 mètres carrés qui était quand même que le quart de la surface de la voûte. Donc on avait quand même 3 autres voûtes d'arête qui étaient en place et on s'est aperçu que le diamètre était à peu près constant, donc la portée était constante. À l'atelier, on a pu faire une épure au sol, tout simplement. On avait mesuré la portée, donc on a pu déterminer la flèche, forcément, qui est la moitié de la portée, et on a tracé nos pleins cintres qui ont fait les 4 pourtours de la voûte d'arête. Et grâce à l'épure, on a recopié 24 fois un modèle qu'on a fabriqué à l'atelier. On a fait un montage à sec, voir si tout fonctionnait. Donc une fois qu'on était sûr de notre montage, on l'a déplacé de l'atelier au chantier en 24 petits morceaux pour le construire sous la voûte existante, pour venir le plaquer sur ce qui restait, quoi. Sur les arêtes qui forment ellipse, forcément le départ des arêtes va être très incurvé pour pouvoir positionner les pierres et finir le plus plat possible, quoi. Donc il y avait un dégauchis à faire intéressant sur les diagonales. Là, pour l'instant, les pierres, elles sont tout en bas, quoi. Vous allez tout monter au fur et à mesure. Voilà. En fait, parce que ce qui est mélangé en bas, c'est les pierres du mur et la voûte. Donc on est obligé de les trier. Là, tu alignes du mortier sur le coffrage. À chaque fois qu'on met du mortier, on peut se retracer la diagonale. Et comme ça, on voit sa zone de travail. Cette zone-là, elle est pour celle-ci. Et ce triangle-là, il est pour celui-là, quoi. Donc, grâce au tracé, comme ça, visuellement, voilà. Et si on a de la chance de trouver des pierres en pointe, soit on les met, soit on les taille, ou sinon on les chevauchera. Et ce sera le couchis de mortier, de toute façon, qui formera l'arête, quoi. Et donc, à partir de maintenant, je suis obligé de forcer l'arc de cercle. Celui-là, il part par là, et celui-là, il part par là, quoi. Puis on va se lever vers la clé. Les pierres vont finir verticales. Là, il ne faut pas se gaufrer, c'est que là, si on mettait une équerre, les pierres sont toujours perpendiculaires au coffrage. Si on avait de la place de l'extérieur, on pourrait avec une ficelle vérifier que nos lits de pierre sont alignés avec le centre de construction. Mais là, on ne l'a pas, donc on simule. Il faut avoir l'œil et se dire c'est perpendiculaire, quoi. Une dizaine comme ça, là, c'est parfait. On passe plat, c'est pas chiant, on prend bien propre le. Là, ils sont comme ça, l'arête, elle est là. Voilà. Donc là, c'est dans ce sens-là, et là, c'est dans ce sens-là. Donc là, je laisse un créneau là, pour finir l'arête. Et dès que j'ai fini ça dans ce sens-là, on tire tout droit. C'est comme un mur à plat, en fait, hein. Si on avait un mur comme ça, il serait des pierres seraient ici. Là, on est à plat. Si c'est dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, donc soit ça rayonne ici, soit ça rayonne comme ça. Sachant qu'on est trop haut, moi je suis 5 000 Vous êtes 15 000, 20 000 trop là. Bonjour. Au revoir. Ça s'en va tout seul.
Et là, le du fond, cet après-midi, avec un cric pour soulager tous les étais, enlever les étais un par un, et on a fait 3 à la fin. On a mis 3 cales verticales en bois. On avait 3 coups de masse sur les cales de 40 cm. Elle est tombée toute seule. Et la voûte est restée en place. Et la voûte est restée. C'est joli, hein, vraiment. Ouais, c'est sympa. Voilà. Là, c'est le temps.